Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue à cette édition. En voici le sommaire. Risque de marée noire sur les côtes béninoises. Des fuites de pétrole ont été enregistrées sur 5 des 6 plateformes construites en mer. Le ministre des Mines est allé faire le constat ce dimanche. Zoom sur le projet de révision de la Constitution avec une fixation sur la haute cour de justice qui sera désormais une juridiction ad hoc, assure dans cette édition l'éclairage de Maître Charles Badeau. Catastrophe en Colombie, une gigantesque coulée de boue fait plus de 200 morts, des centaines de blessés et de disparus. Le pays est sous le choc. Merci et bienvenue à cette édition. Risque de marée noire sur les côtes du Bénin. Le ministre des Mines a constaté des fuites du pétrole au niveau de 5 des 6 plateformes construites en mer. Il a effectué une descente ce dimanche en compagnie de l'ambassadeur de Norvège au Bénin. Reportage Jérôme Bois. Ce sont des données environnementales qui préoccupent le gouvernement. 5 des 6 plateformes installées en haute mer ne sont jamais réhabilitées. Conséquence des fuites qui peuvent entraîner beaucoup de dommages. Les risques environnementaux sont réels par rapport à ce que nous venons de voir et l'engagement est tel que le gouvernement du Bénin souhaite qu'on mette tout en œuvre pour endiguer ces préoccupations environnementales. Et je remercie au passage l'ambassadeur de la Norvège encore une fois et à travers lui son pays pour le soutien et l'appui qu'il veuille bien nous apporter pour nous accompagner dans le traitement de cette situation. Un appui important pour venir à bout de cette situation, la coopération avec la Norvège, dont l'ambassadeur près le Bénin a également fait le constat. J'ai donc suivi le ministre pour aller voir si la plateforme est indiquée. Sur l'une des plateformes, le pétrole coulait. Nous avons vu du pétrole sur de l'eau. Donc pour des problèmes environnementaux, nous sommes vraiment préoccupés par ce qui pourrait arriver. Les responsables de l'entreprise Bénin Scaphandrier se réjouissent de la démarche du gouvernement. Je pense que c'est la première fois que j'ai réussi à faire une mission du genre avec un ministre qui a eu le courage de descendre sur l'embarcation idéale afin de s'approcher au maximum de l'infrastructure et de toucher du bout du doigt la réalité de ce dont nous sommes en train de parler. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous pensons que le dossier va mieux avancer. Nous allons déclencher certaines hostilités à partir de la semaine prochaine parce qu'il y a urgence. Donc nous allons commencer par prendre des mesures nécessaires afin de présenter l'ensemble des soucis qui sont autour de cette infrastructure. Pour des actions à mener, l'urgence s'impose. C'est sans délai qu'on doit mettre en œuvre des actions. Et c'est en ces termes que l'ambassadeur m'a confirmé son appui, l'appui de son pays pour nous aider rapidement à endiguer cette situation, ces préoccupations environnementales qui, si on ne fait rien, risquent d'être fatales pour notre côte, mais pour nos populations. Voici la seule plateforme construite il y a quelques mois. Cette deuxième visite du ministre Donat Jean-Claude Oussou est le signe de la réhabilitation prochaine des plateformes restantes. Politique à présent, les députés sont sur le terrain. Ce soir, nous allons nous intéresser aux députés Force-Cori, Point Bénin émergent, de la 3e circonscription électorale qui était face aux populations à Tanguita. L'objectif est d'aller sonder les populations sur le projet de révision de la Constitution souhaité par le président de la République. Les participants venus des communes de Bokoumbe, Kobli, Matiri se sont exprimés sans détour pour la concrétisation de leurs différentes préoccupations. Abdoulafou Idrissou Ousmane Baparapé. Face à leur mandat, les députés FCBE évoquent le sujet brûlant. La révision de l'acte de naissance de notre État. Le processus de la révision va suivre son cours normal. Et le cours normal voudrait que nous redescendions sur le terrain
pour pouvoir. Les élus communaux et locaux invités à cette rencontre prennent ensuite connaissance de quelques grandes lignes. Je prends l'Assemblée nationale. Notre mandat va passer de 4 ans à 6 ans. Le président de la République est élu pour 6 ans, non renouvelable. Et pour être candidat, tous les anciens présidents de la République sont exclus. À tour de rôle, les participants énumèrent les préoccupations. Je ne suis pas satisfait du fait que les fondamentaux de la Constitution ont été touchés. Et la Cour constitutionnelle avait stipulé clairement que lorsque ces fondamentaux doivent être touchés, la limite d'âge, le mandat, la laïcité du pays, il faut aller au consensus. Si vous pensez qu'il est opportun de réviser, il faut réviser. Mais si vous pensez qu'on doit donner notre point de vue, vous devez nous écouter. En clair, la révision peut s'imposer à tout moment. Et en ce temps, elle est opportune. Mais l'élément objet de révision, est-ce qu'il est opportun? Il faut faire cette différence-là. On a votre avis, on peut l'intégrer si l'Assemblée nationale est prête pour délibérer dans les 2 semaines. Les parlementaires invitent par ailleurs les férus des réseaux sociaux à savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Et puis la Haute Cour de justice sera désormais une juridiction ad hoc. C'est l'une des réformes proposées par le gouvernement dans le projet de révision de la Constitution. Un projet en étude à l'Assemblée nationale. Alors que retenir de cette réforme concernant la Haute Cour de justice? Pour en savoir davantage, nous avons interrogé Maître Charles Badou. Il nous en donne plus de précisions dans cette interview. Il s'agit maintenant d'une juridiction ad hoc. Ad hoc, ça veut dire que c'est une juridiction qui ne se réunit ou qui n'est composée qu'à l'occasion des affaires qui lui sont soumises. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas, c'était une juridiction permanente. Et le constat est fait que la Haute Cour de justice n'a pu juger personne. Et la question qui était posée était de savoir s'il fallait continuer de maintenir la Haute Cour de justice sous le format qui est le sien actuellement ou s'il ne faut pas ça un peu prendre acte de cette circonstance-là et ne réunir la Haute Cour de justice que quand c'est utile. Et c'est ce qui a été retenu dans le projet de constitution pour dire que la Haute Cour de justice ne se réunit que lorsqu'une affaire est portée devant elle. Le mode d'engagement des poursuites n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les 2 tiers, ensuite, pour autoriser les poursuites, ensuite toujours les 2 tiers pour la mise en accusation. Mais cette règle ne vaut, si on s'en tient au nouveau projet, que si le président de la République et surtout les membres du gouvernement, ne vaut surtout que pour les membres du gouvernement lorsqu'ils sont en fonction. Pour le président de la République, qui sont en fonction ou non, cette règle prévaut. Mais pour les membres du gouvernement, lorsqu'ils ne sont plus en fonction, ils sont connus ou les infractions qu'ils peuvent commettre sont portées devant une juridiction de droit commun. Donc, il faut dire que c'est une avancée par rapport à ce qui existait où le membre du gouvernement, lorsqu'il n'est pas en fonction, est toujours jugé par la Haute Cour de justice selon la procédure retenue devant la Haute Cour de justice. Ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2007 de la municipalité de Porte-Nouveau, une occasion pour le maire Emmanuel Diman Zossou de dresser un bilan sommaire de la réalisation de son équipe, enfin de l'équipe qu'il dirige depuis 2015. Le point avec Guillaume Avienou. Devant des têtes couronnées, sages de la ville et élus locaux, le conseil municipal ouvre sa première session ordinaire de l'année. C'est une occasion pour la première autorité de la municipalité de jeter un regard rétrospectif sur le bilan de l'année écoulée, mais annoncer par la même occasion les perspectives du conseil municipal pour 2017. Porte-Nouveau a été au cœur de l'actualité pendant la première quinzaine de janvier 2017. Par l'organisation de la première édition du Festival des Arts et de la Culture de Porte-Nouveau, dénommé Festival international de Porte-Nouveau. Ce festival a connu un succès au-delà des attentes et a permis de rassembler les citoyennes et citoyens de notre ville autour d'une identité commune, la culture. Le développement municipal est ambitieux avec 51 projets
pour un investissement de 45 milliards de francs CFA. Il est évident que nous ne pouvons pas mobiliser cette somme seule, car notre capacité de mobilisation de ressources ne dépasse guère 5 milliards par an. Les travaux de la première session ordinaire de la municipalité de Porto-Novo doivent durer 3 jours. Ils devront déboucher, selon les autorités de la ville, sur des décisions à même de sortir la cité des Haïnovi du sous-développement. La commune de Comins vient d'accueillir la délégation du FNPEJ, le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Eh bien, ces responsables étaient donc près d'une centaine, aller étudier et puis présenter aux populations de cette localité les potentialités et les opportunités qu'offre le FNPEJ. Reportage. L'État ne peut plus embaucher tout le monde. L'avenir, c'est pour les entrepreneurs. Et on s'enrichit mieux à partir de sa propre entreprise et non à partir de son salaire. Le message de Modeste Kérékou est pratiquement le même dans les communes parcourues dans les départements du Mono et du Koufo. Les montants que nous finançons pour les initiatives, les projets des jeunes, les montants, un jeune peut prendre maximum jusqu'à 5 millions. Il y a d'autres instruments, d'autres mécanismes de l'État qui donnent des subventions, comme le PEJ, le projet emploi jeune, comme la NPE à travers son programme d'appui à l'emploi indépendant qui peut vous former, qui peut vous encadrer. Nous, au FNPEJ, nous faisons un encadrement financier, mais c'est des crédits. C'est des crédits et donc à rembourser. Le message est passé et les participants se réjouissent des nombreuses informations reçues pour mettre fin à leur chômage. C'était un plaisir pour moi de participer à cette séance de formation et ça donne certainement envie à plusieurs jeunes de s'engager parce que le chômage est grandissant et les jeunes souffrent énormément. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où il faut passer par BPC, la NPE avant d'obtenir son financement. Il suffit d'aller à la mairie avec son projet et la mairie se charge de transmettre le projet au FNPEJ. Le FNPEJ vous appelle vers les microfinances décentralisées et vous avez votre financement pour réaliser votre projet. Les projets à financer sont attendus dans 3 secteurs, l'artisanat, le tourisme et l'agro-business. Et puis la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est une question primordiale. Certains jeunes ont participé pour cela à une compétition dénommée Get of the Ring. La phase finale a eu lieu vendredi dernier à Cotonou. Blaise Adanko a suivi pour nous cette soirée et voici son reportage. Un ring de combat, pas pour la bosse, mais pour un combat de défense de son projet d'affaires. Pas de coups de poing, mais des arguments forts pour convaincre le jury de porter le choix sur son projet. Nous sommes à la phase finale du Get of the Ring. Nous avons besoin d'un financement de 400 millions, avec un retour sur financement au bout de 2 ans. Sur les 8 candidats, le jury portera son choix sur Mabel Adekambi, promotrice des liqueurs King of Soto, qui a frappé fort lors de la finale qu'il a opposée à Soulé Kabirou, qui défendait un projet agricole. Je suis très émue parce que déjà je suis une femme et puis en plus c'était pas facile de mettre en avant le Solabi comme ça et de voir que ça a été plébiscité par les gens, ça a reçu un bon accueil et puis c'est un produit qui est digne d'être représenté au Bénin à l'international. Get of a Ring est une compétition qui promeut les jeunes entrepreneurs dans le monde afin de les accompagner à l'opérationnalisation de leur plan d'affaires. C'est une initiative qui a été prise par une fondation hollandaise dénommée Getting the Ring et qui a un seul objectif, c'est celui de mettre en contact des startups innovantes, de les mettre donc en contact avec des investisseurs, des financiers, des partenaires potentiels. L'initiative a le soutien de plusieurs institutions bancaires et du gouvernement béninois. Les 7 autres, si tel est votre désir, le FNPEJ est là pour vous accompagner et pour financer l'opérationnalisation de vos plans d'affaires. La compétition de ce jour constitue l'achèvement d'un long processus entamé depuis peu et qui aura permis de retenir parmi vous plusieurs jeunes entrepreneurs, les plus prometteurs de notre pays. Après l'étape de Cotonou, Mabel Adekambi, lauréate de la première édition de Get of the Ring 2017 au Bénin, aura la lourde charge de porter haut les couleurs nationales lors du Get of the Ring World qui se déroulera à Singapour en mai prochain.
La réconciliation des foyers, c'est autour de ce thème que l'organisation non gouvernementale La Majorité a célébré ces femmes, une célébration qui a eu lieu au stade de l'Amitié en présence de plusieurs femmes venues de toute l'étendue, enfin de toutes les régions de notre pays. Mylène Fanon, Patrick Bellon. L'organisation non gouvernementale La Majorité célèbre la femme en différé. C'était l'occasion pour elle de mettre en valeur l'utilisation des panégyriques dans la stabilité des foyers. Aujourd'hui, beaucoup de nos femmes ignorent leur foyer, compte tenu des faits d'aujourd'hui, de nos jours. Donc nous avons une mission, la mission de bannir tout ce qui se passe, les mauvaises habitudes que nos mamans, que nos jeunes sœurs ont vis-à-vis de leurs conjoints. Selon la vice-présidente, la réconciliation des couples passe inéluctablement par la connaissance du panégyrique de son conjoint, raison pour laquelle elle a décidé d'offrir des motos aux femmes qui auront le mieux récité le panégyrique de leur mari. Il faut respecter son mari, rester fidèle, savoir demander la permission à son mari à l'avance. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour bannir tout ce qui va à l'encontre du bon fonctionnement du foyer. Toutes ces choses disparaîtront. À partir d'aujourd'hui, toutes nos femmes connaîtront le panégyrique de leur conjoint. Elles sauront la place de l'homme dans le foyer. Créée il y a moins d'1 an, l'organisation non gouvernementale La Majorité rassemble les femmes en difficulté. Elle intervient sur toute l'étendue du territoire national. 2 nouveaux membres rejoignent Référence Toastmasters Club avancé de Cotonou. C'est au cours d'une soirée de consécration au grade de Toastmaster distingué. La cérémonie a eu lieu à Cotonou au cours d'un dîner de gala. Blaise Adampo, Daniel Ada. Référence Toastmaster Club avancé de Cotonou s'agrandit. La cérémonie de cette soirée dénommée Session Séduction marque la consécration de 2 nouveaux membres Toastmasters dans ce club. L'objectif du Toastmaster Club est d'améliorer les compétences de ses membres en matière d'oratoire. C'est un plaisir pour nous de célébrer les plus endurants et les plus méritants. Que la session séduction auquel vous assistez aujourd'hui est une session au cours de laquelle nous avons célébré 2 orateurs de Toastmasters. Nous les célébrons parce qu'ils sont aujourd'hui au sommet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils viennent de faire leur 40e discours. Et ce discours qui permet de les consacrer, distinguer Toastmasters, c'est-à-dire le grade le plus élevé du mouvement Toastmasters. Plus qu'une consécration pour les heureux du jour, c'est une nouvelle charge qui s'impose à eux. Nous adhérons à Toastmasters pour apprendre, pour développer notre leadership. De pouvoir atteindre ce niveau signifie la consécration, signifie l'aboutissement. Le rêve de tout Toastmaster, c'est de devenir un jour TTM, c'est-à-dire Toastmaster distingué. Mais c'est au bout d'un travail assidu. Heureusement, à Toastmaster, nous nous faisons entourer de personnes qui nous aident au quotidien à pouvoir atteindre nos rêves, aussi bien en communication qu'en leadership. Référence Toastmaster Club avancé de Cotonou est sous la directive de Toastmaster International. À ce jour, elle compte 18 clubs répartis sur l'ensemble du territoire national. Parakou abrite à partir du 12 avril prochain la première édition du Festival Sans Feuilles, une initiative de Média Contact en partenariat avec ses partenaires. À quelques jours de cet événement qui vise la promotion de l'art culinaire béninois, les organisateurs ont animé une conférence de presse à Parakou. Suivez ici l'essentiel de cette conférence avec le chargé de communication du festival, Abdelkader Tidjani, au micro de Nestor Silla et d'Olviga Messan. Média Concept, agence de communication à valeur ajoutée, organise donc les 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avril 2017 à Parakou, le festival Sans Feuilles, qui est un festival d'art culinaire
basé sur la spécialité culinaire de Parakou, qui est le sans-feuille connu sous d'autres cieux sous le nom de salade. Il s'agira essentiellement de 7 jours au cours desquels les populations pourront venir déguster différentes variétés de sans-feuille, aussi bien des variétés de sans-feuille connues déjà de Parakou, mais aussi des variétés de sans-feuille venues de Cotonou, venues au-delà de nos frontières, à savoir le Togo, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là. Tout au long du festival, il y aura le Wi-Fi qui sera disponible sur le site du festival. Les participants au festival pourront, dès qu'ils commandent un repas, jouir gratuitement d'une bouteille de Yuki de leur choix. C'est l'occasion pour la mairie d'offrir à la population de Parakou quelques jours de distraction et de potentialité gastronomique, le tout regroupé sous le vocable de sans-feuille. Nous vous rassurons que toutes les dispositions seront prises pour vous aider au plan technique, au plan de tout ce qui est logistique sur le terrain, au plan de la sécurisation. Le tournoi international de tennis de table a livré son palmarès ce week-end au Centre culturel chinois de Cotonou. Le Nigérian s'est taillé la part du lion dans toutes les catégories en compétition. Un Béninois s'est quand même hissé à la 2e place de la catégorie senior chez les hommes. Plus de détails avec Ghislain Pogui et Wenceslas Arwaimon. Ils sont les meilleurs de leur catégorie pour ce tournoi international de tennis de table. Ololade le Nigérian pour les moins de 15 ans. Ilouane Akambi, Nigérian aussi, chez les hommes. Et Ayo Udo, de la même catégorie, chez les dames. Ils sont venus de la Chine, du Nigeria, du Togo et du Bénin, s'affronter au Centre culturel chinois de Cotonou. Je suis vraiment très heureux de voir au Bénin, il y a tant de joueurs qui jouent bien. Pour la prochaine fois, j'espère qu'il y aura encore plus de joueurs qui viennent d'autres pays aussi, de la sous-région. Et le ministère de tutelle de confirmer la volonté du gouvernement de Patrice Talon de soutenir le sport et tous les sports. Le ministère des Sports ne marchandera pas son soutien pour ces genres d'initiatives qui contribuent au rayonnement et au développement du sport béninois. Le gouvernement béninois accorde une très grande place au sport dans son programme d'action. Le Béninois le plus heureux du jour est Abiola Adebola. Il monte sur la 2e marche du podium dans la catégorie senior chez les hommes. C'est l'un des vestiges de la période révolutionnaire qu'a connu donc notre pays, le Bénin, la place de l'Étoile Rouge, construite par l'Union soviétique, l'actuelle Russie. La place de l'Étoile Rouge est le symbole d'une époque. Wenceslas Arwaimon et Jean-Claude James nous replongent dans l'histoire de cette place. Place de l'Étoile Rouge, empreinte indélébile d'un système politique, la doctrine socialiste. Nous sommes dans les années 1975 où ce monument a pris corps sous l'inspiration du père de la nation de l'époque, général Mathieu Kérékou. Il faut rappeler que le 30 novembre 1975, il a été fondé le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Son drapeau était un drapeau rouge, l'étoile dorée. La République populaire du Bénin a été fondée le même jour, le 30 novembre 1975. Son drapeau était vert et l'étoile était rouge. C'est justement ce drapeau de la nation béninoise nouvellement fondée qui a été magnifié à travers la place de l'étoile rouge. Donc l'étoile rouge étant l'expression de l'incandescence de la révolution et de l'esprit de sacrifice des révolutionnaires et de tous ceux qui veulent se sacrifier pour leur patrie. Sur cette place giratoire débouchent 5 grandes voies de Cotonou. Avant de devenir le carrefour central de la capitale économique, la place de l'Étoile Rouge était un amas de propriétés, entre-temps déguerpies. L'Étoile Rouge, c'est un ensemble de maisons. C'est le président Kérékou qui a déguerpi les habitants pour ériger le monument. Il y avait ici Nana Akandino, Bodjou et Brigadier. C'est sûrement pour embellir la ville que cette place a vu le jour. Ça retrace l'histoire de ma vie.
Mon papa, Lucien Dagan, était le meilleur revendeur du pétrole en Afrique de l'Ouest. C'était ici qu'il menait ses activités. Quand la révolution est arrivée, et du simple fait qu'il s'est marié avec la fille du général Christophe Soglo, on l'a mis aux côtés des réactionnaires parce qu'il avait assez d'argent et il a été arrêté. Mais en temps, il a été jugé et innocenté. Donc il a traîné les séquelles de cette histoire jusqu'à sa mort. Il est mort dans la démence. C'est un souvenir heureux et malheureux pour moi quand je parle de l'étoile rouge. Au-dessus de l'étoile, une tour surmontée par une statue d'un homme brave, une arme à l'épaule, un fagot de bois à la main gauche et une roue dans la main droite. Une synthèse de la philosophie populaire. La Révolution considère donc les paysans et les ouvriers comme les forces principales de la Révolution. Et on matérialise là que la Révolution est l'affaire des paysans, des ouvriers et des travailleurs des villes et des campagnes. Mais c'est un symbole pour dire qu'il faut produire, qu'on appelle pour se nourrir, produire donc pour se vêtir, produire donc pour se soigner, produire. Bref, la production est la base de tout. Et l'agriculture étant donc l'essentiel de notre activité économique nationale, et on a symbolisé cela par cet homme qui est là en haut, et invitant tout le monde à aller au champ et à produire en quantité et en qualité, comme le disait à l'époque. Cette tour Eiffel béninoise, hier une fierté nationale, est devenue aujourd'hui un nid d'insécurité et de trafic. Il faudrait que les chefs quartiers s'associent autour d'un idéal de sécurité avec la police pour pouvoir jeter les bases d'une sécurité de jour comme de nuit. Une infrastructure de ce genre dans d'autres pays est certainement source de devises. Mais pourquoi pas au Bénin? À l'étranger maintenant, à l'occasion du premier anniversaire de son investiture pour un second mandat, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, l'a su, il ne modifiera pas la constitution pour briguer un troisième mandat comme certains de ses homologues. Et il a dit ce samedi à la télévision nationale. Reportage. Mahamadou Issoufou cédera son fauteuil en 2021 à la fin de son second quinquennat. C'est du moins ce que le président nigérien a laissé entendre samedi soir à la télévision nationale. Réélu en 2016 à la suite d'une élection controversée, il dit souhaiter respecter la constitution qui limite à 2 quinquennats le mandat présidentiel. Dans un pays où le processus démocratique est souvent interrompu par des coups d'État militaires, c'est un coup d'éclat que vient de réaliser le président, se positionnant comme l'homme de l'alternance pacifique. Moi, je suis un démocrate dans l'âme. Je n'ai pas cette arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable, a-t-il martelé sur les antennes de la télévision nationale. En promettant de passer le témoin à un autre Nigérien que ses compatriotes auront choisi, Mahamadou Issoufou refuse ainsi de se mettre au diapason des réformes constitutionnelles adoptées par certains présidents africains pour se maintenir au pouvoir. Ce fut le cas de son prédécesseur Mamadou Tandja, renversé en 2010 pour avoir fait sauter le verrou constitutionnel. Journée tragique pour la Colombie. Selon un bilan non définitif, plus de 200 personnes ont été tuées, des centaines blessées et quelques 200, plus de 220 autres disparus dans une gigantesque coulée de boue qui a frappé la ville de Mocoa dans le sud du pays. Reportage. Au sud de la Colombie, une gigantesque coulée de boue a enseveli plusieurs quartiers de la ville de Mocoa dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan n'en finit plus de s'alourdir. Au moins 206 personnes sont mortes et plus de 220 habitants auraient disparu. Des secours de grande ampleur ont rapidement été déclenchés. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur le sud de la Colombie sont à l'origine de ce glissement de terrain meurtrier. La Croix-Rouge locale a fait état d'au moins 400 blessés et la plupart des infrastructures ont été détruites, ce qui rend d'autant plus difficile l'intervention des secouristes. Nous ne savons pas combien de personnes sont encore ensevelies, explique le président colombien. Nous poursuivons les recherches, mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que je suis de tout cœur, comme tous les Colombiens, avec les victimes de cette tragédie. L'état de catastrophe naturelle a été rapidement décrété à Mocoa et plus de 7 tonnes de matériel ont déjà été acheminées sur place. Il en faudra nettement plus pour venir en aide aux centaines de sinistrés.
En 1985, une coulée de boue d'origine volcanique avait fait plus de 20 000 morts à Armero, au centre de la Colombie. Eh bien, ce journal va se refermer. Avant de nous séparer, quelques informations sur nos programmes. À 21h, votre émission Dossier du dimanche 3D. Le thème de ce soir, c'est bien résistance à l'ordre colonial. Quelle leçon pour le Bénin? Célestin Marat avec ses invités, des universitaires, pour décortiquer donc ce sujet qui est une replonge dans notre histoire. Et puis à 23h, Jérôme Mungbo sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.